Dans ton livre, quels sont les principaux types d'algorithmes post-quantiques présentés et lesquels te semblent aujourd'hui les plus prometteurs pour l'adoption généralisée de cette technologie? Alors, donc, pour rédiger ce livre, donc, ça a été un travail presque de 3 ans, hein. Donc, la rédaction, c'est à peu près 3 ans. Et en fait, on s'est posé énormément de questions sur qu'est-ce qu'on met dans ce livre pour un public d'étudiants et d'ingénieurs qui va vouloir se former sur le sujet. Parce que le post-quantique, voilà, il y a plein de nouveaux problèmes mathématiques différents qui apparaissent. Donc, ça nécessite parfois des connaissances qui sont assez avancées juste sur les aspects mathématiques pour pouvoir comprendre les primitives. Donc on s'est posé cette question, quels sont les outils minimums qui sont nécessaires pour comprendre la cryptographie post-quantique et qu'est-ce qu'on veut montrer aux étudiants et donc qu'est-ce qu'on veut enseigner aux étudiants. Donc demain, ce qu'il faut enseigner aux étudiants, c'est qu'est-ce qu'on a dans les standards. Donc la réponse, elle est arrivée d'elle-même. Donc les algorithmes les plus prometteurs, c'est ceux qui ont été standardisés l'année dernière par l'Institut de normalisation américaine, le NIST, qui vont être basés sur des réseaux, sur des fonctions de hachage et sur des codes correcteurs d'erreurs. Donc en fait, ce livre, on l'a pensé comme une sorte de guide de survie des nouveaux standards post-quantiques et on va donner les clés aux lecteurs pour comprendre ces nouveaux standards. L'effort de normalisation post-quantique est en cours au niveau international. Comment est-ce que toi, tu vois la convergence entre ces normes et les besoins opérationnels des acteurs, comme les entreprises, les États et tout ce qui touche aux infrastructures critiques? Alors, donc la standardisation, elle est même florissante, hein. En revanche, on a déjà un premier ensemble de standards post-quantiques qui sont aujourd'hui utilisables par les industriels et d'ailleurs qui commencent déjà à être déployés par des gros acteurs sur les navigateurs. Donc là, si vous testez votre navigateur, par exemple Chrome, vous verrez qu'il y a déjà de la cryptographie post-quantique. Donc, la standardisation d'algorithmes, c'est une étape qui est essentielle pour amener un sujet de recherche vers une innovation technologique utilisable par le plus grand nombre. En revanche, ça n'a pas de vocation obligatoire. Et donc, comme je l'ai dit, c'est un effort qui est important. Et donc, pour un industriel, ça peut avoir un coût de faire cette migration pour un risque peut-être qui est à 2040 ou 2045. Donc, on peut se poser la question, pourquoi adopter ce standard? Donc, ces standards, ils n'ont pas de vocation obligatoire. Et pour l'adoption des standards, il y a deux solutions. Soit le standard, il apporte quelque chose de tellement nouveau que tout le monde l'adopte, il n'y a pas besoin de pousser les gens. L'autre raison, c'est qu'il y a de la régulation qui va forcer les acteurs à adopter ces standards. Donc on est plutôt dans cette dimension-là où aujourd'hui l'ANSSI, qui est le régulateur au niveau français et au niveau international, commence à fortement inciter toutes les parties prenantes à adopter ces standards. Et ensuite, cette évaluation, elle doit être faite aussi au cas par cas. Donc on est sur une menace qui est plutôt sur les données à longue durée de vie, donc ça ne concerne pas forcément tout le monde, cette transition. Donc en revanche, il faut faire cet effort d'essayer de comprendre si mon système de cybersécurité il est concerné par cette menace ou pas. Peut-être il n'est pas, mais si ce n'est pas le cas, il faut démarrer maintenant la transition. Selon toi, quelles sont les principales limites ou les difficultés rencontrées lors de l'intégration de ces nouveaux algorithmes dans les systèmes existants? Ces défis ils sont de nature différente. Donc il y a un premier défi qui va être de nature organisationnelle. Aujourd'hui, si on discute avec certains industriels, ils vont avoir, et on leur demande où est leur cryptographie, ils vont avoir bien du mal à répondre à cette question-là. Donc avant de pouvoir faire la migration, il faut déjà connaître parfaitement son système cryptographique. Et jusqu'à présent, la cryptographie a été plutôt déployée de manière, on va dire, un peu, pas partout, mais de manière chaotique. Donc c'est difficile de faire cette cartographie. Donc la première étape, c'est un défi organisationnel d'essayer de comprendre où est ma cryptographie. Il y a aussi un défi réglementaire. Donc on n'a pas de lois aujourd'hui qui sont spécifiques et qui forcent le post-quantique. En revanche, on a des versions des grands textes de cybersécurité, notamment dans le domaine bancaire et aussi dans NIS2, qui, d'une certaine manière, implicitement forcent les acteurs à passer au post-quantique. Donc il faut aussi, de manière réglementaire, je comprenne si j'ai cette problématique de me conformer à ces grands standards. Donc un aspect réglementaire et puis aussi de naviguer dans la difficulté de tous ces standards. Donc c'est aussi une complexité, hein. Donc on a 5 nouveaux standards
on a le NIST, on a l'ANSSI, donc tout ça, il y a une certaine complexité de connaissance de tout cet écosystème. Et ensuite, il y a des défis qui sont d'ordre technique. Et là, sur l'ordre technique, il y a principalement deux choses. C'est que les objets sont de taille plus importante, donc on va avoir un facteur 10. Donc dans beaucoup de cas d'usage, ça ne va pas poser problème, mais il y a certains cas qui vont être très problématiques. Et aujourd'hui, où on se pose la question comment déployer ça. Et l'autre source de difficulté, c'est que en logiciel, globalement, remplacer un logiciel, c'est quelque chose qui est assez simple. Voilà, il faut savoir où il est. Mais on a de la cryptographie qui va être en hardware. Donc on va avoir du matériel dédié, typiquement des HSM, des petits boîtiers. Et là, il va falloir remplacer ces boîtiers qui ont souvent des accélérateurs spécifiques à la cryptographie ancienne, donc il va falloir remplacer. Et donc, un acteur qui a beaucoup de cryptographie en hardware, c'est un défi qui est extrêmement compliqué. Dans l'article publié sur le site de l'EPITA sur le sujet du quantique, tu parlais d'une échéance réglementaire forte aux États-Unis. Qu'est-ce que tu penses de cette contrainte temporelle pour l'Europe et est-ce qu'on est en retard ou est-ce qu'on est tout simplement en train de tracer une stratégie qui est différente? Pendant une certaine période, on a été, on va dire, un peu en retrait par rapport à la stratégie américaine, qui est une stratégie de forte régulation. Donc, pour les Américains, c'est déjà dans la loi. 2035, les administrations américaines doivent passer au post-quantique. Et à partir de 2035, pour tout acteur qui souhaite communiquer avec les États-Unis sera obligé d'utiliser des standards post-quantiques. Donc on n'est pas à ce niveau de régulation au niveau européen. Et il y avait une stratégie qui a été un peu moins affirmée jusqu'à récemment. Donc ça a changé depuis l'année dernière avec la publication par la Commission européenne d'une feuille de route à l'ensemble des États membres qui fixe un calendrier 2026 pour faire un plan de transition post-quantique, donc pour se lancer, 2030 pour avoir migré vers les infrastructures critiques et 2035 pour avoir fixé l'ensemble. Donc aujourd'hui, cette stratégie européenne me semble appropriée. On trace un chemin qui est spécifique à l'Union européenne. On a fait le choix en Europe d'aller moins fortement sur la régulation. Donc le choix, c'est plutôt d'adapter les régulations existantes pour introduire le post-quantique, pas d'introduire forcément de nouveaux textes réglementaires dans la multitude de textes qui existent déjà. Donc ça me paraît également approprié. Et aussi, on a un acteur en France, l'ANSSI, qui est particulièrement actif sur ce sujet-là et qui donne en gros le là pour les industriels français et qui prône une migration aussi qui est prudente. Donc aujourd'hui, ce qui est prôné en Europe, et en particulier par l'ANSSI, c'est une migration qui est hybride. Donc pas remplacer les systèmes existants complètement, mais les complémenter avec du post-quantique. Donc il faudra faire le post-quantique et le classique en même temps pour l'ANSSI, pour garantir une sécurité sur le long terme et tenir compte de la maturité faible des cryptosystèmes post-quantiques. Alors, en Europe, la transition post-quantique nécessite une coordination entre acteurs publics, privés et académiques. Quels sont les principaux obstacles organisationnels et réglementaires selon toi? Ce n'est pas spécifique à l'Union européenne. En fait, la transition mondiale, elle nécessite une mise en accord, une certaine mise en accord des calendriers et des standards. Donc le principal obstacle, c'est se mettre d'accord sur les dates limites, se mettre d'accord sur les standards qu'on va déployer et se mettre d'accord sur la méthodologie d'intégration, sur la méthodologie hybride. Donc aujourd'hui, cette méthodologie de transition hybride, c'est quelque chose qui est poussé au niveau européen, qui est beaucoup moins poussé au niveau américain. Donc, par exemple, on a une divergence de point de vue sur ces sujets-là et globalement, donc, la géopolitique fait que trouver des accords au niveau international, des organismes de gouvernance internationale sur ces sujets-là, ça fait un petit peu défaut. Donc aujourd'hui, ça se fait plutôt par pôle géographique. Et donc ça, c'est une difficulté. Pour compléter, le fait qu'il y ait beaucoup d'acteurs également, ça complexifie le défi parce qu'il faut que les académiques, il faut que les industriels, il faut que le régulateur, en fait, ils discutent d'une voix, ils envoient des messages communs pour pouvoir faire cette transition. Justement, quel rôle les gouvernements, notamment la France et l'Union européenne, justement, ils peuvent jouer
pour éviter cet éventuel retard lié à ces obstacles? Je pense que dans le post-quantique, c'est un bon exemple de prise de position très claire, hein, des gouvernements pour faire la transition. Cette transition post-quantique, ce n'est pas quelque chose qui a été demandé par les industriels. Ce n'est pas une demande des industriels qui ont dit, bon, ben là, on a cette menace et on a besoin de nouveaux cryptosystèmes. C'est en prenant en compte les menaces et aussi l'incertitude face à cette menace, donc une balance risque face à ça, que la décision a été une décision politique. Donc le rôle des gouvernements, c'est principalement de donner le là et de montrer le chemin au reste de la communauté. Et ensuite, ça se traduit au niveau de l'ANSSI, ça se traduit au niveau de la Commission européenne. Et en fait, le rôle important, c'est de donner une roadmap claire à l'ensemble des acteurs de l'écosystème. C'est le premier point qui est le plus important. Ensuite, il peut y avoir une aide aux différents industriels, mais le premier rôle, c'est de la volonté politique et ensuite de mettre en accord la régulation, en tout cas le contexte réglementaire pour pouvoir faire ça dans les plus brefs délais. Le phénomène Harvest Now, Decrypt Later implique que des données collectées aujourd'hui pourraient être déchiffrées dans le futur quand les capacités quantiques seront disponibles. Quelles sont pour toi les solutions qui sont disponibles pour y faire face? La seule solution pour y faire face, c'est de déployer de la cryptographie post-quantique au plus vite. Parmi les secteurs industriels ou étatiques, lesquels sont pour toi les plus vulnérables par rapport à ce qu'on appelle la menace quantique? Plus sensible, on va dire, à la menace quantique. Donc, clairement, ça va être tout ce qu'on appelle les opérateurs d'importance vitale. Donc, c'est tous les opérateurs qui sont essentiels au fonctionnement de la nation, d'un État ou voilà, d'un ensemble d'États. Donc, aujourd'hui, ceux qui sont le plus en avance, c'est les gros acteurs du numérique, les GAFAM, parce que c'est considéré comme intolérable de pouvoir faire cette attaque Harvest Now and Decrypt Later sur le trafic Internet, qui est le trafic global. Donc, ils ont déjà déployé des solutions post-quantiques. L'autre secteur qui est assez en avance, c'est le secteur financier. Aussi, il y a une régulation qui s'appelle DORA pour le secteur financier qui oblige aujourd'hui les acteurs financiers à prendre en compte cette menace. Mais même avant ça, en fait, c'est un secteur qui est assez mature en termes de cybersécurité et qui a pris ce sujet assez rapidement. Et l'autre secteur, c'est étatique et défense. Est-ce que tu penses que les entreprises françaises et européennes sont bien préparées à ce changement? Ou est-ce qu'elles manquent encore de ressources, de compétences peut-être, ou de visibilité? Les entreprises françaises et européennes sont plutôt bien préparées à ce sujet-là, parce qu'il y a eu pas mal de moyens qui ont été donnés au monde académique pour travailler avec les industriels qui ont permis, dans des projets communs, de développer les standards. Et la conclusion de cet effort-là est que l'ensemble des standards qui ont été adoptés par le NIST ont des co-auteurs européens et 4 des 5 standards ont des co-auteurs qui sont français. Donc ça veut dire que sur le sujet de la préparation, le sujet technologique, oui, l'écosystème industriel a été bien préparé. En revanche, les moyens aujourd'hui qui sont mis dans l'industrialisation des standards sont moindres côté européen que du niveau français. Et même l'investissement, on va dire global, est moindre. Donc on voit les grands acteurs américains qui commencent à déployer à grande échelle des cryptosystèmes post-quantiques, on voit moins de déploiement au niveau industriel français, même si on a des leaders comme Eviden et comme Thales qui se sont emparés du sujet. Je pense que l'écosystème européen pourrait être un peu plus actif dans le déploiement industriel de ces technologies-là. Et en termes de régulation, peut-être c'est ça qui a un peu pêché sur une période. On était un petit peu en retard par rapport aux signaux qui étaient envoyés outre-Atlantique. Mais aujourd'hui, la régulation commence à se mettre en place avec des incitations qui sont fortes pour les industriels de passer au post-quantique. Et en termes de formation, là, les formations, on a quand même la chance en France et en Europe d'avoir un vivier d'ingénieurs et d'étudiants qui sont qualifiés sur ces sujets-là et qu'on va pouvoir former sur le post-quantique. Et c'est même, on peut considérer que c'est même une force en fait d'avoir ce vivier potentiel.